bonjour à toutes et à tous. Merci à Charles-Henri Tachon de nous rejoindre ce soir pour cette conférence qui avait été initialement programmée l'année dernière à la même époque dans le cadre du cycle de conférences principalement consacré aux élèves de troisième année de licence sur le logement. Et la situation ne s'étant pas beaucoup améliorée depuis, voilà, Charles-Henri Tachon nous fait l'amitié pour l'école de bien vouloir reprogrammer sa conférence en visioconférence. Donc merci à toi. Je rappelle les règles de la visioconférence. Donc merci à tous de bien éteindre vos micros. Et vous pouvez sans souci réagir ou poser des questions sur le fil de chat que je consulterai régulièrement. Et à la fin du propos de Charles-Henri Tachon, nous aurons un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions directement avec plaisir. Donc Charles-Henri Tachon, pour celles et ceux qui le connaissent moins, est architecte. Il est originaire de Bourgogne. Il travaille depuis Paris et parfois la Bourgogne. Il a créé son agence en 1999 et a réalisé déjà de nombreux projets, beaucoup en logement. C'est l'objet de la conférence ce soir, mais aussi autour d'équipements publics et de programmes variés, avec des interventions également dans l'existant et avec très souvent des relations au paysage ou à des programmes qui portent une charge symbolique, notamment la petite maison de relais du Mont-Gerbier de Jonc aux sources de la Loire ou dans le parc botanique, parc ornithologique dont j'ai oublié le nom. Le Grand Voyeux. Le Grand Voyeux, voilà, merci. Voilà. Et donc son travail a été distingué depuis le début de sa carrière par de nombreux prix régulièrement publiés. Et donc Charles-Henri Tachon a notamment reçu en 2019 l'Équerre d'argent pour le bâtiment Trait d'Union à Paris, avec un programme mixte de logement, de foyers, c'est ça, et de local associatif pour le restaurant du cœur. Voilà. C'est un centre de formation des logements voilà, pour des jeunes apprentis et un local pour les Restos du Cœur. Donc, à l'école d'architecture, le nom Charles-Henri Tachon est connu depuis au moins 97, puisque nous avions été nombreux enseignants et étudiants à le découvrir à travers un article qu'il avait publié dans la revue critique Le Visiteur, qui s'appelle Mon village en l'an 2000, et qui était issu de ton travail de diplôme. Et qui montrait dès cette époque en fait un attachement et une acuité particulière à la manière dont les hommes aménagent leur environnement et de ce que disent les parfois toutes petites choses de notre façon d'habiter nos territoires. Donc voilà, tu nous as déjà rendu plusieurs fois visite à l'école d'architecture, en cours, en conférence, et merci de faire cette conférence particulièrement dédiée au logement cette fois-ci. Et je te laisse la parole pour découvrir tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Nadège. Peut-être un mini-mot sur la question de cet article du Visiteur. C'était il y a plus de 20 ans maintenant. Et je pense qu'en fait, c'est tristement d'actualité. C'est que les choses n'évoluent pas vraiment et l'aménagement voilà, du territoire et du paysage voilà, reste quand même toujours un vrai sujet. Et je pense que nous, en tant qu'architectes, on a cette responsabilité et on doit être attentif à chacune de nos interventions au quotidien, qu'elles soient petites ou plus importantes. Pour aujourd'hui, le sujet c'était plutôt le logement. Et donc, je vais vous présenter quelques documents en partageant l'écran. Voilà. Et du coup, il fallait donner un titre à cette intervention. Et voilà, je vous avais donné ce titre « Plus d'espace que de surface ». Et parce que je pense que voilà, la question du logement, c'est une question qui est fondamentale voilà, pour tous les gens qui résident sur cette petite planète. Et voilà, la question du lieu dans lequel on vit, elle est liée évidemment à la quantité de surface qu'on a, mais aussi à sa qualité. Et la notion de l'espace, c'est encore une notion différente de la question de la surface.
Ouais, il y a quelques jours, c'était en mars, mi-mars, je crois, Anna Caton et Jean-Philippe Vassal ont reçu le prix très prestigieux, le Pritzker Prize, voilà, pour l'ensemble de leur carrière. Et je me souviens que dans les premiers communiqués, voilà, était évoqué leur question, enfin leur travail sur l'espace, justement. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet-là. Et je pense qu'eux le font d'une certaine manière. Et par exemple, moi, je pense que je le pratique d'une autre manière. Alors, ce que je propose, c'est de vous présenter pour commencer, quelques plans voilà, que je trouve intéressants ou qui peut-être m'ont marqué dans mon travail. Voilà, donc avec des temps différents. Et parce que je pense que la question du plan, vraiment du dessin du plan, elle est vraiment primordiale. Et donc, quand on observe, quand on décortique un certain nombre de plans de logement, voilà, on arrive à comprendre comment se construit l'espace. Et aujourd'hui, c'est assez intéressant aussi. Je trouve après le premier confinement, il y a eu énormément de papiers et beaucoup de journalistes ont interrogé les architectes sur la question de qu'est-ce qui allait évoluer aujourd'hui dans la manière de faire des logements. Et voilà, comme pas mal d'architectes, on m'a posé la question. Et en fait, j'étais un peu embarrassé parce que pour moi, je pense qu'il n'y a rien ne change en fait. Le travail qu'on mène à l'agence voilà, depuis le début de l'agence, il est totalement d'actualité puisqu'on finalement, ce qu'on défendait avant, c'est ce que visiblement on découvre avec le confinement. Et que voilà, avoir de la lumière naturelle chez soi, pouvoir cuisiner voilà, devant une fenêtre et pas au fond à plus de 8 mètres d'une façade, bah, c'est des détails simples, mais ça change la vie du quotidien. Et voilà, on peut se dire que avec la pandémie, finalement, les bienfaits de ce virus, c'est de se poser des questions qui sont finalement assez simples, assez logiques, mais qui redeviennent voilà, au devant de l'écran. Et donc, sur cette manière de se dire, est-ce qu'on on va faire du logement différemment aujourd'hui en 2021 bon, on s'aperçoit que par exemple, quand on prend des logements d'un haussmannien et qu'on voilà, on prend un plan type, on s'aperçoit c'est un plan qui a finalement beaucoup de qualité, qu'aujourd'hui, nombre de Français vivent dans des appartements haussmanniens à Paris et dans d'autres grandes villes. À Nancy, vous avez des déclinaisons de ça, bien sûr. Et à quelques détails près, je pense que voilà, on vit très bien dans ces logements-là. Alors évidemment, par exemple, la question de la cuisine et de la salle de bain, elles ont un peu évolué en presque un siècle et demi. Les cuisines qu'on trouve au fond des couloirs, sur les arrière-cours, voilà, c'est plus notre quotidien. Mais quand on se retrouve, par exemple, dans une typologie comme celle qui est présentée devant vous, finalement, on s'aperçoit que toutes les pièces ont de la lumière naturelle et c'est déjà une grande qualité. Et puis après, il y a voilà, quelques concepts ou dispositifs de logement qui font rêver. Et voilà, mon grand regret, je pense, c'est que Le Corbusier n'ait jamais construit l'immeuble villa. Parce que je pense que c'était peut-être la manière de vivre idéale en ville. En fait, c'était voilà, d'avoir des maisons superposées, c'est-à-dire avoir un espace intérieur associé à un espace extérieur de qualité. Voilà, et quand on voit ces dessins de loggia, euh, je trouve que ça donne extrêmement envie d'habiter, de vivre dans un espace pareil. Au-delà du fait que je pense que la loggia est le plus bel espace de l'architecture, parce qu'on est dans un espace tenu, construit, et pourtant on est dehors avec la sensation des éléments, de l'air, de la chaleur, du vent. Voilà, et c'est une déclinaison de ce bâtiment que je trouve magnifique à Mumbai, de Charles Correa, avec ces logements absolument incroyables. Bon, ce sont des logements extrêmement luxueux, mais voilà, ici vous êtes dans une des loggias que vous voyez ici, aux angles du bâtiment. Et
je trouve que les qualités qu'on ressent dans cette photo, l'idée d'habiter dans les airs et pourtant dans un espace construit, c'est extrêmement désirable. Et puis, je pense voilà, qu'il y a quelques recherches qui m'ont touché aussi. Et je pense que voilà, je parlais en ouverture de Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal. Voilà, je pense que ce sont les architectes qui ont peut-être le plus fait bouger les lignes sur la question du logement depuis voilà, les images que vous voyez devant vous, qui est voilà, un travail mené par Yves Lion et François Leclerc sur la question de la bande active, qui était une idée voilà, où on rassemblait on va dire les éléments techniques le long des façades et on travaillait sur la porosité de cette façade. C'est ce qu'on voit sur ce plan. Avec voilà, en grisé voilà, ces bandes qui reçoivent les équipements techniques, notamment les pièces humides, que ce soit le plan de travail avec l'évier de l'espace cuisine ou les douches et baignoires des salles de bain, ce qu'on peut voir ici, et qui sont toujours associés dans une façade épaisse avec des parties vitrées et des ouvertures sur l'extérieur. Voilà, quand ces illustrations, je trouve, sont extrêmement intéressantes. Donc voilà, depuis ce travail-là, et puis peut-être aussi quelques projets, notamment comme celui de Jean Nouvel à Nemosus, à Nîmes. Là, on est dans les années 80, et je pense que la bande active, j'ai pas les dates en tête, mais on est à peu près dans les mêmes années, 85-90 plus tard. Voilà, ce sont des gens qui ont voilà, été encore voilà, sur une recherche sur le logement qui, je pense, est un peu tari voilà, à la fin du siècle, dans la dernière décennie, et puis voilà, depuis 20 ans, ça a été assez. Voilà, la recherche sur le logement n'a pas été extrêmement riche, et on sent voilà, que depuis quelques années, c'est devenu un peu plus vif, y compris dans la promotion privée. Voilà, on voit les plans de Jean Nouvel, où là, il y a vraiment le slogan de Jean Nouvel, c'était un bon logement est un grand logement. Et donc, voilà, il y avait un peu comme on le trouvera chez Lacaton Vassal, cette recherche du maximum de surface. Là, on voit avec des plans extrêmement minimales. Et puis, chez Jean Nouvel, il y a aussi une remise en cause des codes habituels de l'habitation, avec une esthétique voilà, qui lui est propre, mais qui venait vraiment bousculer les choses. Voilà, donc après, je pense que voilà, le travail de Lacaton Vassal est vraiment celui qui est peut-être, voilà, depuis Nouvel et Lyon, par exemple, c'est peut-être eux qui ont le plus poussé la réflexion avec cette recherche voilà, de comment construire le maximum de surface à un prix donné. Et donc, en ayant une extrêmement grande maîtrise des modes constructifs et un dessin extrêmement rationnel du plan, ils ont réussi voilà, à apporter, c'est ce qu'on voit par exemple sur ces schémas, ces dessins. On voit en gros en coloré intense, on va dire la surface officielle, et en coloré atténué, les espèces de gains de surface qu'ils arrivent à apporter pour un budget qui serait identique à un bâtiment normal. Et puis là, juste un autre plan que j'aime bien, voilà, d'un architecte qui s'appelle Philippe Guillazeau, qui avait construit des logements sur les quais de la Seine, à Seine, rive gauche, juste derrière la Bibliothèque nationale. Et voilà, ça c'est un plan d'étage courant. Et finalement, il avait une sorte de réinterprétation de l'enfilade haussmannienne, mais déclinée avec voilà, nos conditions plus contemporaines. Et voilà, si on regarde, voilà, ça c'est un plan de logement de 4 pièces, avec à gauche, vous avez la cuisine, au centre le salon et une chambre, et avec ce principe d'avoir des portes coulissantes le long de la façade, ce
qui permet de dégager totalement la partie vitrée et de créer ce dispositif de double circulation, ou bien on entre depuis le cœur du logement dans les pièces, ou bien on peut aussi passer le long de la façade, qui est un dispositif qu'on a beaucoup utilisé avant le XXe siècle, qui s'est un peu perdu ensuite, et qu'on a retrouvé dans les années 60-70 régulièrement et qu'on redécouvre aussi aujourd'hui. Voilà, et ça donne ces espaces-là. Là, on a une photo de la cuisine. Et on voit comment, en plus, il a accentué cet effet en venant jouer sur les teintes de revêtement de sol, avec cette bande qui est marquée au sol et au plafond, et qui crée vraiment la continuité entre les trois pièces. Voilà, je me souviens quand j'étais étudiant, c'était un plan qui m'a beaucoup touché. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 4 projets qu'on a réalisés à l'agence. Avec, je vous les présenterai voilà, plus ou moins longuement les uns ou les autres, et dans des situations différentes. Ici, c'est le premier projet de logement qu'on a réalisé. C'est un tout petit bâtiment de 8 logements, 4 ateliers d'artistes et un local d'activité, et qui se trouve à Paris, dans le 18e arrondissement, rue du Nord, qui est voilà, à l'arrière de Montmartre, au nord de Montmartre. Donc, ouais, c'est le petit bâtiment qui est localisé en rouge. Et il avait cette particularité d'occuper un angle de rue, voilà, comme vous pouvez le voir sur ces photos, et donc sur une parcelle qui était extrêmement étroite et longue, et dont, si on regarde en plan, qui était donc principalement orienté avec sa façade principale au nord, mais qui venait, et donc avec une profondeur de parcelle qui était de l'ordre de 9 mètres. Ouais, si on zoome un petit peu. Et donc tout l'enjeu de la réflexion qui était menée à l'époque, c'était de savoir comment on allait pouvoir amener un peu de soleil dans les logements, sachant que dans une profondeur de 9 mètres, il était difficile de recreuser des cours, et que de fait, on se retrouvait principalement à prendre et des vues et de la lumière sur une façade exposée nord. Heureusement, la parcelle mitoyenne au sud, qu'on voit ici, disposait de 2 cours. Enfin, ici, il y avait un grand jardin qui appartenait à plusieurs parcelles, et ici, il y avait une petite cour qui appartenait à cette parcelle-là avec 2 immeubles. Et donc, on a essayé de jouer, de mutualiser finalement les espaces libres ou les retraits qu'on pouvait générer sur notre parcelle avec les espaces libres de la parcelle plus au sud. Voilà, très rapidement, c'était une façade qui montre aussi, il y avait un jeu sur les gabarits. Le gabarit sur l'angle pouvait monter plus haut que le gabarit sur la rue du Nord, parce que la rue du Nord était extrêmement étroite, et donc on pouvait monter qu'à R+2 plus attique. Voilà, rapidement, le plan de rez-de-chaussée. On a donc une seule cage d'escalier. Les ateliers d'artistes sur la gauche sont accessibles directement depuis la rue. À l'angle, qui est dans la situation la plus favorable pour un commerce, on a le local d'activité. Et puis en rouge, vous avez la cage d'escalier. Et voilà, vous avez un plan d'étage courant où vous comprenez le dispositif général. La cage d'escalier dessert 3 logements au premier étage. On avait 2 studios à l'angle et puis un logement T3 qui venait au centre du bâtiment. Et donc ce logement, on entre par une terrasse. Donc on a aménagé un retrait dans l'épaisseur du bâtiment au sud. Et donc on a une terrasse, on entre sur la terrasse, et puis depuis cette terrasse, on peut entrer dans le logement avec un petit espace d'entrée, et puis le salon, et puis une distribution qu'on reverra après. Tout à gauche, vous avez un logement de 5 pièces qui est accessible, si je reviens en arrière, voilà, depuis un petit escalier individuel sur la rue. Oups, pardon. Donc voilà, cet escalier arrive de nouveau sur une loggia
que vous verrez plus tard, qui est en double hauteur et qui dessert un logement de 5 pièces en duplex, donc cuisine, salon, salle à manger au niveau bas, plus une chambre, un cabinet de toilette, et puis un escalier qui monte ensuite à l'étage, desservir 3 chambres et une salle de bain. On retrouve le logement T3 au cœur du bâtiment, et puis à l'angle, un logement T3. Voilà, et on comprend comment, que ce soit au niveau du logement T5 et du logement T3, les retraits, voilà, le bâtiment vient s'adosser sur les murs pignons, on trouve ou bien en extrémité de parcelle, ou bien en limite mitoyenne sud, et donc on crée des retraits. Et ce qui était intéressant, en fait, c'était ces retraits, ça nous permettait de créer des vues. Et il y a toujours ce jeu particulier des vues principales et des vues secondaires. Les vues principales, c'est des vues qui sont nécessaires pour les espaces de vie tels que les salons et les chambres. Et puis les vues secondaires peuvent être ou des fenêtres complémentaires pour ces espaces-là, ou bien des fenêtres pour les cuisines et les salles de bain. Mais du coup, nous, on essayait de jouer sur cette règle-là en créant des... On était obligé d'avoir des vues principales qui donnaient sur la rue, parce qu'on ne pouvait pas les prendre sur un fond mitoyen. Donc, les vues principales étaient forcément sur la rue, mais comme on voulait récupérer du soleil, on créait des vues secondaires, y compris dans les pièces de séjour, grâce à ce retrait, puisqu'on peut construire, on ne peut créer des fenêtres que si on avait un retrait de plus d'1,90 m par rapport à la limite de propriété. Et donc voilà, le retrait là, il est plus important que 1,90 m pour le T3, mais il était à 2 mètres pour le T5. Donc ça nous permettait de créer des fenêtres, ici ou là, et qui finalement étaient des fenêtres qui venaient capter le soleil, capter la lumière, capter la chaleur, et qui voilà, crée finalement la qualité de ces logements qu'on va trouver un peu plus tard dans les photos. Voilà, au niveau R+3, on avait un logement T4 en attique, voilà, qui bénéficiait aussi de ce retrait dans son salon. Et à l'angle, on avait un logement T6 en duplex, qui lui, voilà, ne recevait pas la lumière directement du sud, mais qui avait cette chance d'avoir quand même une double orientation nord et est. Voilà, et le niveau supérieur avec les chambres et une terrasse. Voilà, en coupe, c'est une coupe longitudinale au niveau des retraits. Et puis ici, 2 coupes, pareil, au niveau des retraits du bâtiment. Donc on se retrouve avec vraiment des parties extrêmement fines. Donc ici, on est sur la rue du Nord, et là, on est donc sur le fond voisin. Et quand on a travaillé sur le dessin de ces plans, notamment sur ce logement T3, voilà, on essaie de travailler voilà, sur cette question de l'espace, de la sensation d'espace, où finalement, quand on additionne les plans qu'on a voilà, en perspective, on va dire, la succession de ces plans crée la profondeur, et la profondeur finalement crée la richesse de l'espace. Quand on regarde ce logement T3, voilà, si je prends le salon, finalement c'est un parallélépipède assez simple qui pourrait finalement voilà, être ce volume qu'on voit ici. Mais à ce parallélépipède, on a ajouté l'espace de l'entrée. Et donc là, déjà, ça crée des perspectives à la fois sur le petit dégagement qui mène à la salle de bain, à la chambre, mais aussi sur la cuisine qu'on distingue là, dans ce petit interstice. Et puis, on a ouvert une baie assez large sur le balcon. Et du coup, finalement, l'espace que l'on perçoit, c'est pas seulement l'espace du salon, mais c'est l'espace du salon associé à l'entrée et maintenant à l'espace du balcon. Et voilà, et quand on regarde la succession des plans verticaux, on a donc le plan qui est en fond de la pièce elle-même. Il y a la façade qui est visible à travers le balcon, parce qu'on a la chance d'avoir un plan en L.
On avait aussi intercalé le plan de la fenêtre. Et puis, on voit les plans arrière du hall d'entrée et du dégagement. Et puis enfin, le plan de la cuisine arrière. Et pour terminer, voilà, le dernier plan, peut-être souvent le plus beau, c'est le paysage. Et si on fait le rebours de tout ça, voilà, quand on enlève tous ces caches, voilà, on obtient cet espace-là, qui au final a un espace qui n'est pas un simple rectangle au sol, mais voilà, un espace qui se dilate avec une multiplicité de vues et de profondeurs. Et il me semble que voilà, si ce salon fait 21 ou 22 mètres carrés au sol, la sensation qu'on a en vivant ici, elle est bien au-delà. Voilà, de la même manière, si on regarde une photo prise dans l'autre sens, on pourrait se limiter quasiment à avoir une ou deux fenêtres dans ce plan. Et en fait, voilà, quand on regarde les perspectives qui se créent, on retrouve voilà, une porte voilà, le long de la façade, pardon, ce qui nous permet de percevoir la fenêtre de la chambre. Donc, soudain, voilà, on retrouve encore une autre vue et de lumière. Et puis, on lit aussi, voilà, depuis le salon, la profondeur sur la cuisine qu'on voit ici, et aussi sur la terrasse. Voilà une déclinaison de ces idées-là. On voit la perspective sur la chambre. Donc, ce sont des choses, j'aime bien aussi, cette vue frontale est assez intéressante, parce qu'on aurait pu avoir juste un trou dans un mur, mais finalement, on a beaucoup plus que ça. Alors, voilà, ça c'est la chance de travailler aussi sur une parcelle un peu atypique, qui nous pousse à certaines contorsions, mais c'est aussi ça qui permet de créer voilà, la qualité des logements. Voilà, quelques autres, rapidement, autres plans de logement. Là, on était dans un studio quasiment à l'angle. Pour la petite histoire, euh, ce niveau-là, ça devait être un logement T3 comme à l'étage supérieur. Et finalement, au moment du DCE, le maître d'ouvrage, pour des questions voilà, qui lui reviennent, a souhaité avoir deux logements en T1. Donc, on a divisé le T3 en deux T1. Donc, j'étais extrêmement contrarié parce que on avait tout étudié pour qu'il n'y ait aucun logement mono-orienté au nord. Et là, on se retrouvait coincé avec ce petit logement voilà, qui avait que deux fenêtres au nord. Mais finalement, dans les différents alignements de façade, on a réussi à trouver une petite fenêtre à l'angle, ici, qu'on distingue, une fenêtre d'angle. Et en réalité, cette petite fenêtre, elle change tout. Déjà, vous voyez sur la photo, il y a un tout petit brin de soleil qui passe là. Et surtout, voilà, c'est ce qu'on voit dans ces photos-là, on retrouve une perspective sur la profondeur de la rue. Si je reviens sur la photo d'avant, quand on regardait la photo centrale, si on n'avait pas du tout cette fenêtre d'angle, avec uniquement ces deux fenêtres centrales, le vis-à-vis était extrêmement serré, puisque la façade d'en face était à 4,80 m. Donc ça veut dire que voilà, votre perspective du quotidien, c'est un plan fixe extrêmement rapproché. Mais finalement, avec cette petite fenêtre, voilà, on découvre la vie de la ville et on participe voilà, à la réalité du quotidien, de son environnement, et on comprend le lieu dans lequel on vit. Et un peu de soleil passe parfois. Voilà. Du coup, l'autre studio, lui, il a été plus chanceux. Il avait le droit à la fenêtre d'angle, et donc avec une orientation nord-est. Mais dans les deux plans, peut-être, si on revient, à chaque fois, il y avait ce jeu où le salon et la cuisine voilà, créent une sorte de continuum spatial avec des jeux de diagonale voilà, qui permettent d'étirer les profondeurs. Ce qu'on retrouve aussi voilà, dans ce logement, avec notamment la vue depuis le salon sur la cuisine. Voilà le logement duplex de 5 pièces qui était accessible depuis la loggia en double hauteur avec un accès individualisé. Donc en bas, vous avez une photo vue depuis le salon qui regarde en direction de la loggia. En haut à droite, c'est l'espace de repas. Et puis la cuisine qui, elle, est tenue à simplement vraiment l'espace de préparation. Et c'est souvent un thème sur lequel on travaille à l'agence, c'est vraiment d'être attentif à ce que
le salon ou le séjour, on va dire, permettent vraiment d'avoir un vrai espace de salon et un vrai espace de repas. Alors, ou bien c'est le salon qui s'articule pour avoir ces deux espaces-là, ou bien c'est la cuisine qui devient un espace suffisamment généreux pour devenir un endroit où on peut prendre ses repas. Et là, on voit les relations aussi entre l'intérieur et l'extérieur, la continuité entre, par exemple, l'espace de repas et puis l'espace extérieur de la loggia. Et vous voyez ici sur donc cette fenêtre-là, donc c'est une fenêtre qui donne sur le fond voisin, sur le jardin voisin, et donc qui profite voilà, d'un espace très ouvert, exposé plein sud. Voilà, donc ça, c'est les vues, on va dire les vues officielles principales nord. Et puis voilà, même vue pour la loggia. Et puis là, les vues au sud. Voilà. Et de même pour la loggia qui récupère voilà, la vue sur le jardin. Voilà, ce logement-là était intéressant parce que finalement, c'était comme une maison individuelle avec son accès privatif. Voilà, au troisième étage, en attique, logement de 4 pièces. Voilà, à nouveau avec ce dispositif de porte le long de la façade pour étirer les vues, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche et de droite en bas. Et puis en haut à droite, les perspectives entre le salon et la cuisine. À chaque fois, avec cette chance d'avoir un bâtiment avec un plan en L ou même parfois en U, qui sont toujours assez contraignants dans l'organisation intérieure, mais qui ont aussi cette qualité de voir chez soi à travers un vide extérieur. Voilà, les terrasses en attique. Le logement de 6 pièces à l'angle du bâtiment, avec de la même manière un travail sur voilà, un salon qui est vraiment un salon, un espace de cuisine et un vrai espace de repas qui est distinct du salon. Voilà ce qu'on devine sur les photos avec ces jeux voilà, de profondeur et de perspective intérieure. Voilà, ça c'est la grande fenêtre du salon que vous retrouvez ici avec cet encadrement. Voilà quelques vues extérieures. Bon, rapidement, c'est un bâtiment qui est construit en béton brut, comme vous pouvez le voir. Et voilà, il y avait tout un travail qui avait été mené aussi sur ce. Je pense que l'acte d'architecture, c'est un acte plastique à un moment. Si je pense qu'un bâtiment, finalement, c'est une sorte de résolution qui finalement a quelque chose de mathématique, c'est-à-dire qu'on prend les données d'un problème et puis on essaie de construire un raisonnement voilà, qui a de la cohérence, où les choses s'enchaînent. Et puis il y a un moment où finalement, tout ça c'est une forme, à un moment, il faut prendre son crayon ou sa souris, il faut que ça prenne une forme. Et là, chaque architecte est un peu seul devant sa feuille ou son écran voilà, pour faire ces choix-là. Donc voilà, le travail plastique est aussi un travail qui m'intéresse beaucoup. Et là, voilà, on avait essayé de mettre en évidence cette situation urbaine de l'angle de la rue, qui sont toujours des très très belles situations. Et donc on a essayé de donner, voilà, d'étirer le bâtiment en l'affinant par un jeu de plans en retrait, par exemple, voilà, ici à l'angle sud du bâtiment, ou, voilà, ou de l'autre côté de la même manière. Et puis c'est une parcelle qui avait un pan coupé. Voilà, au début, on a cherché tout ce qu'on pouvait pour essayer de retrouver un angle droit. Et puis finalement, on s'est dit qu'il fallait accepter cette condition et on a essayé de jouer avec cette géométrie-là. Et je pense finalement c'était plus riche de travailler avec cette forme parce que l'avantage des formes non orthogonales, d'arriver dans des formes biaises par moment avec des angles qui ne sont pas 90, c'est que ça crée des lectures différentes suivant les points de vue qu'on a. Tantôt le bâtiment est très fin et très étiré, et tantôt voilà, il s'allonge et devient plus épais. Quelques vues générales, voilà, la vue sur la loggia et l'escalier privatif et les entrées des ateliers.
la loggia qu'on a déjà vue. Là, une vue depuis la rue avec les entrées individualisées des ateliers et entre les entrées des grandes baies vitrées exposées au nord. Pour le coup, ça marche bien pour les ateliers d'artistes. L'entrée des logements et puis le local d'activité. Voilà, et il y a eu tout un jeu aussi sur le retournement des épaisseurs. Voilà, il n'y a jamais un moment où on voit la tranche d'un voile, si ce n'est dans les percements des fenêtres, où on essaie de limiter au maximum l'expression du second heure, avec cette volonté de plutôt travailler sur un rapport de plein et de vide, le plein du béton et le vide des ouvertures, sans rapporter trop de quincaillerie entre les deux. Voilà, c'est ainsi que les garde-corps sont simplement des vitrages qui sont pincés sur deux raclettes métalliques. C'est des dispositions très simples, mais qui nous ont permis d'avoir une lecture finalement assez simple et assez claire des différents volumes et des différents éléments. Voilà, ça c'est une vue sur l'intérieur avec les balcons qui sont en retrait successifs. Et puis une vue sur cette façade principale avec cette espèce de petit événement de la grande baie du logement en duplex du dernier niveau. Je présentais un autre projet qui se situe à Lille, dans un quartier qui est un peu excentré, sur les rives de la Haute-Deule, qui est une rivière canalisée, et qui était un ancien site industriel. Et donc, il y a un programme d'aménagement avec une ZAC destiné à reconvertir ce site en créant à la fois de l'activité et des logements. Et on a eu la chance de gagner un concours pour faire un bâtiment qui était situé au droit d'une gare fluviale, la gare d'eau, dans le prolongement du canal, et de faire face comme ça à ce grand plan d'eau et à une place publique qui est juste derrière. Et donc le bâtiment, il y a le plan d'eau, la place publique et notre bâtiment. Et donc la façade que vous voyez, elle est orientée plein ouest. Donc c'est un programme, il y a 54 logements, on devait conserver un petit bâtiment existant, vous voyez, que vous devinez en briques, ici, on verra plus tard. Et donc on devait réhabiliter ce petit bâtiment et construire des logements neufs. Voilà donc le plan masse. Donc la parcelle, on construit quasiment la totalité de la surface de la parcelle. Et l'idée principale qu'on peut ressentir sur cette photo, c'était face à ce grand vide et à cette place qui ne pouvait être tenue que par la façade de notre bâtiment. Il nous semblait que pour que la place fonctionne, pour qu'elle existe, pour qu'il y ait un sentiment de confort, en tout cas que pour constituer la place, il fallait que le bâtiment soit un bâtiment solide, qu'il ait une certaine présence, une certaine masse. Donc on a proposé qu'il y ait un socle, un peu comme une sorte d'infrastructure, qui accueillerait des locaux d'activité, que vous voyez avec ces grandes baies carrées qui font 5 mètres par 5 mètres. Et sur ce socle-là, ce socle de briques, on venait poser des plots de logement. Et donc on voit notamment ces parties en saillie, ici, à chaque fois, entre lesquelles vont s'étirer des balcons filants. Vous voyez le plan masse, et donc le bâtiment venait conclure toute une sorte de grand îlot. Et donc c'est lui à lui seul, il créait la fin de cet îlot. Si on regarde le plan de rez-de-chaussée, vous avez à l'arrière un parking, à l'avant les locaux d'activité, le bâtiment réhabilité, et puis il fallait lui trouver quand même une petite conclusion, donc on lui a construit une tête dans une très jolie position juste face au canal. Voilà, et donc on a essayé
mettre au point voilà, un plan qui puisse profiter à la fois d'être totalement, enfin, au maximum exposé à l'ouest en direction de la vue sur le bassin, mais aussi voilà, de trouver des ouvertures à l'est sur l'intérieur d'îlots qui toujours étaient en concurrence avec cette très belle vue du bassin, mais finalement qui était aussi un très beau lieu et qui avait beaucoup de qualité. Et donc voilà, on a essayé de jouer sur des profondeurs différentes dans l'épaisseur du bâtiment pour trouver un maximum de logements traversants et lorsqu'on se trouvait dans les extrémités, des logements avec des orientations multiples. Et parmi ces logements, il y en a 4 qu'on avait appelés des logements d'exception, parce que par un système d'emboîtement, on avait réussi à créer des surhauteurs, ce qu'on distingue là les pointillés, correspondent à des surhauteurs dans les salons. Et on arrivait à travailler sur 2 logements emboîtés dans 2 positions du bâtiment. Et voilà, on trouvait intéressant aussi, je pense que dans un bâtiment, dans les bâtiments sur lesquels on travaille, on essaye toujours d'avoir à un moment quelque chose qui est extraordinaire, hors de l'ordinaire. Et voilà, et ces quelques logements permettaient de trouver voilà, cette espèce de clin d'œil qui aussi voilà, crée le désir. Si on regarde voilà, une axonométrie, enfin une petite vue, pardon, perspective intérieure, en coupe perspective, voilà, on comprend le dispositif de ces 2 logements qui s'emboîtent, où on retrouve voilà, les surhauteurs dans le salon, d'un côté, puis de l'autre, à l'ouest et à l'est. Voilà, je continue. Voilà, donc une des vues depuis de ces logements voilà, avec les surhauteurs, avec la vue sur le bassin. Voilà, après, on a d'autres typologies avec des petites typologies qui parfois sont, elles, monorientées à l'ouest, mais avec toujours ce travail voilà, des relations entre le balcon et le logement, qui sont des relations assez simples, mais voilà, qui fonctionnent toujours. Et là, on a une vue depuis le salon sur le bassin. Voilà, vous pouvez distinguer, donc si on vient sur cette vue extérieure, voilà, cette petite fenêtre, enfin cette grande fenêtre plutôt, voilà, correspond à un des salons en surhauteur, voilà, et une aussi ici. Voilà, quelques vues générales. Et, voilà, et donc on a ces avancées, et entre les avancées, on a des balcons filants pour les logements. Ce qui font que ces balcons sont des espaces qui sont eux aussi tenus, quasiment des loggias, ce sont quasiment des loggias. Ouais, je trouve que ce ne sont pas des espaces qui sont projetés comme ça dans le vide, mais ce sont vraiment des espaces construits. Voilà le bâtiment réhabilité et la petite tête qu'on a ajoutée, voilà, avec un jeu de variation sur les briques. Voilà, sur la façade est, vous avez une des loggias pour les salons en surhauteur côté est. Voilà, très rapidement, voilà, une photo des halls d'entrée qui s'ouvrent sur la place. Un troisième projet, je vais aller très vite, pour pas que ça dure trop longtemps, à Caserne de Reuilly à Paris. Voilà, ce sont 22 logements qui sont situés dans le cadre de la réhabilitation, requalification d'une ancienne caserne qui était initialement des miroiteries royales. Et puis, ça a été reconverti voilà, par un projet urbain en logement. Il y a à peu près 650 logements qui ont été réhabilités ou construits. Et donc, nous, on avait on a gagné la consultation pour le lot dit B1, qui est un petit lot, qui est le plus petit lot de logement de l'opération. Et à l'époque, quand on avait répondu à la consultation, juste sur le mur en face, qui est le mur de l'hôpital Saint-Antoine, il y avait voilà, ce petit graffiti à la craie, où c'est écrit « Je suis désespéré car je suis invisible ». Et je trouvais ça intéressant parce que finalement, le bâtiment occupait une position dans la rue qui était assez particulière parce que ça devenait une nouvelle porte d'entrée dans ce grand parc qui allait être créé en remplacement de la place d'Armes. Et donc, si d'une manière générale, je pense que la question du logement, enfin, je pense que le logement, c'est une sorte de substrat dans la ville qui n'a pas vocation à se faire particulièrement remarquer.
voilà, la ville a cette espèce de substrat, puis ensuite on a les équipements publics qui viennent orienter et organiser la ville. Lui, il était dans une position un petit peu particulière parce que ça restait un programme de logement, mais pourtant, le bâtiment lui-même voilà, avait cette lieu de, c'est une sorte de seuil d'entrée dans ce nouvel espace redonné aux Parisiens, parce que c'est un espace qui n'avait jamais été ouvert au public depuis sa construction. Et donc on disait qu'il voilà, il pouvait avoir une présence un peu plus forte dans la rue que simplement un bâtiment neutre. Voilà, donc voilà, il y avait une entrée entre le bâtiment qu'on construisait et un autre bâtiment voilà, qui était lui aussi à construire ici. Voilà, une vue depuis la rue. Et bon, je passais rapidement, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette rue, c'est une rue assez atypique dans le tissu parisien. On n'est ni dans de l'haussmannien, dont on parlait tout à l'heure, ni dans un tissu faubourien. Voilà, une sorte d'éclectisme avec plutôt des bâtiments en partie d'après-guerre, mais pas seulement. Et notamment un bâtiment en briques rouges voilà, qu'on voit à droite. Voilà, ça c'est l'emplacement du site. Et on voit les bâtiments de la caserne, qui sont des bâtiments patrimoniaux extrêmement puissants, extrêmement solides. Et notre bâtiment devait voilà, prendre position par rapport à ces bâtiments eux aussi. Et donc, voilà, pour une rapide explication, donc, on a décidé voilà, pour résister un peu à la force de ces bâtiments, pour quand même pouvoir exister à côté d'eux. On pensait que ce bâtiment ne pouvait pas être un petit bâtiment fragile. Et donc, c'est pour ça qu'il était construit en béton avec une trame structurelle affirmée, un peu comme on le retrouvait dans d'autres bâtiments de la rue. Et cette teinte rouge, qui elle aussi faisait écho à d'autres bâtiments de la rue, voilà, permettait d'avoir cette présence un peu plus marquée pour cette porte d'entrée dans le nouveau site. Voilà, et on voit voilà, ce jeu d'écho sur cette photo entre les bâtiments existants et le bâtiment qui est donc en béton brut, teinté dans la masse. Et donc, quand on a travaillé sur ce projet, on s'est un peu posé la question du rapport entre l'espace et les programmes qu'on nous donnait. Et voilà, de manière assez récurrente, dans les programmes, on a voilà, des rapports de proportion entre les séjours, les chambres et les cuisines, qui sont ceux-ci. Voilà, un séjour qui fait une vingtaine de mètres carrés, une cuisine plus ou moins 9 mètres carrés, et puis au moins une grande chambre de 12 mètres carrés. Donc ça nous faisait un total de 42 mètres carrés. Et on se disait que par rapport au plan, je ne l'ai pas montré, voilà. On a la plan de la parcelle, c'est un plan carré de quasiment 16 mètres de côté. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait essayer de décliner cette forme carrée avec un plan à cases, en essayant de trouver des pièces à taille équivalente et plutôt de redimensionner les espaces en ayant un salon qui soit un vrai salon, une cuisine salle à manger conséquente dans laquelle on puisse prendre des repas, et puis une chambre peut-être un peu surdimensionnée. Et ce qui permettrait, le salon et la chambre étant équivalents, de pouvoir finalement investir ces lieux selon le choix des habitants. Et donc on a fait ce travail sur voilà, essayer de trouver ce plan à cases équivalentes. Et finalement, on n'a pas réussi à le mettre au point. Et Sophie Delay, dans son projet qu'elle a fait à Dijon, elle a très bien réussi à le faire, avec une trame de 3,60 m de côté. Et voilà, nous, on n'a pas réussi dans le cadre de ce bâtiment-là, mais ça nous a amené à travailler sur un plan en croix, où à nouveau, on a essayé de travailler sur les dispositifs de double circulation. Voilà, si on voit le plan de manière plus nette. Avec à la fois un système, comme on était sur un bâtiment à 4 façades, assez facilement on pourrait trouver des effets de traversant. Là, c'est un logement de T4. Donc on peut le traverser à la fois sur le côté, on va dire, cœur du bâtiment et le long de la façade. On peut avoir donc ce système de double circulation quand vous entrez. Voilà, ici vous avez l'entrée, et puis vous pouvez ou bien entrer dans le salon, passer dans la cuisine, dans une chambre, dans une autre chambre, revenir au droit des pièces humides, passer dans la chambre principale et revenir dans le salon. Et puis, voilà, vous avez donc ces deux dispositifs de circulation, et puis vous avez
des vues, voilà, des ouvertures régulières. Voilà, dès la porte d'entrée, vous percevez l'extérieur ou à chaque fois dans les axes principaux. Et donc, ça nous permet à nouveau de jouer sur des grandes diagonales, sur des grandes profondeurs à l'intérieur du logement. Et là, c'est une photo où vous êtes dans la loggia et vous regardez voilà, le logement et vous avez, votre regard traverse 16 mètres de profondeur avec une fenêtre à l'extrémité qui vous permet encore d'aller plus loin dans le paysage extérieur. Et si on prend le contre-champ, là on est dans la cuisine, on a une photo sur le salon et on voit la loggia qui à nouveau est un vrai espace construit, c'est vraiment une pièce extérieure avec un toit et en partie des murs. Donc c'est un espace qui je pense est un lieu où on peut s'établir l'été à l'air tout en étant dans un espace construit. Voilà, avec un dispositif où on a les stores extérieurs en protection solaire qui sont situés au nu extérieur de la façade et qui permettent d'abriter la loggia l'été. Voilà, si on reprend là, c'est une photo dans la perspective générale. Là, on est dans la chambre. On voit au premier plan la cuisine et puis ensuite le salon et la loggia. Voilà rapidement quelques photos intérieures. Voilà un petit principe qu'on utilise assez souvent lorsqu'on n'arrive pas à avoir des salles de bain éclairées naturellement. On utilise des impostes vitrés, souvent sur les cuisines, comme c'est le cas dans ce projet. Et sans être voilà, avec une lumière directe en façade, ça amène suffisamment de luminosité pour pouvoir utiliser cet espace pendant la journée. Voilà, vous n'avez pas besoin d'allumer la lumière quand vous venez vous laver les mains dans la journée. Voilà quelques vues des paliers, du hall d'entrée. Voilà, d'une manière générale, dans la question du logement, je pense que la question de la qualité des halls d'entrée, des parties communes est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que c'est toujours des grandes dépenses d'argent, mais souvent il y a une sorte de petit plus à un moment qui permet voilà, de dépasser le simple aménagement standard. Voilà, donc ici, on aurait pu garder un mur en béton teinté à l'intérieur du hall. On a un sol en bois et un habillage en bois pour les boîtes aux lettres. Voilà, le calvélo. On a passé un petit peu de temps à le dessiner pour qu'il fonctionne bien, pour qu'il y ait voilà, de la lumière naturelle, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on respecte les lieux. Voilà, quelques vues extérieures du bâtiment avec les loggias voilà, qui sont orientées plein ouest et qui s'ouvrent sur un espace assez dégagé puisqu'on donne sur l'hôpital et sur des cours de l'hôpital en face. Voilà, et j'aime bien cette photo où on voit les relations donc sur ce passage d'entrée pour le nouveau jardin et on voit les relations entre les bâtiments existants, le bâtiment de gauche qui est une extension contemporaine et puis notre bâtiment rouge. Voilà, à nouveau ces jeux de cadrage où on voit les chaînages de pierre du bâtiment auxquels répondent les éléments, les poteaux structurels de notre bâtiment. Voilà, il y avait quelques jeux de plis dans les nez de dalle aussi. Voilà, je vais terminer très brièvement sur un dernier projet qui se trouve à Nantes, dans un quartier aussi nouveau, qui s'appelle Bottière-Chanay, pour 68 logements. Et voilà, on a essayé de travailler sur un dispositif structurel avec l'idée que voilà, bien qu'on apprécie beaucoup le béton pour ses qualités d'expression de la construction, on sait que c'est un matériau qui est extrêmement carboné. La fabrication du ciment demande énormément d'énergie. Et donc, il est judicieux de se poser la question de la quantité de béton qu'on utilise. Et ce bâtiment-là, voilà, on a essayé de limiter au maximum l'usage du béton. Et en même temps, les quelques éléments de béton sont eux qui fabriquent l'architecture et l'image du bâtiment. Voilà, là, c'est une des illustrations
des balcons, mais voilà, le principe général, c'était de dire qu'on avait une structure porteuse qui était composée de noyaux porteurs et de poteaux périphériques et de dalles en béton. Voilà, on a la dalle. Et puis, on avait quelques voiles de refend, eux aussi en béton. Et ensuite, on a créé l'enveloppe, on va dire l'enveloppe thermique, avec une façade légère à ossature bois. Voilà, donc ça nous a amené à un plan qui est assez simple dans son organisation, de par cette structure, mais qui nous a poussé aussi à développer des typologies un peu voilà, différentes de ce qu'on peut avoir de temps en temps. Ici, vous avez donc un logement d'angle, de pièces, et finalement, on entre par voilà, une des extrémités, et puis après le hall d'entrée voilà, qui est relativement tenu, voilà, on arrive dans un salon cuisine d'angle avec voilà, la cuisine qui est vraiment quand même en retrait, en alcôve, de manière à créer un vrai espace de repas. Comme on est en angle, forcément, on bénéficie d'une double orientation. Et du coup, double orientation, ça nous permet aussi de créer des courants d'air, de la ventilation naturelle, l'été lorsqu'il fait chaud. Voilà, donc on voit comment l'organisation intérieure permet d'avoir ces deux espaces distincts, espaces de repas, salon, et puis évidemment, quand là on avait des espaces extérieurs surdimensionnés, ces grands balcons filants, on trouve un balcon qui peut avoir plein d'usages, parce qu'on a suffisamment de place pour s'établir. Voilà, donc ça c'était les logements d'angle, et on avait des logements traversants, avec à nouveau un système où voilà, on a un enchaînement entrée avec la cuisine à gauche et la partie salon, salle à manger à droite. Et donc avec voilà, cette continuité qui est en fait nord-sud. À droite, vous êtes au sud. Et puis vous avez ensuite un noyau central. On retrouve un effet traversant entre deux chambres. Et on retrouve à nouveau un noyau avec des pièces humides. Voilà, toujours voilà, des espaces suffisamment proportionnés pour pouvoir distinguer l'espace repas de l'espace salon. Et puis ce jeu de double circulation entre voilà, un dégagement au cœur du logement et puis une double circulation entre le salon et une des chambres. Voilà, le fait de multiplier les parcours, je pense que voilà, ça participe à cette richesse de l'espace intérieur. Voilà, et on le voit assez rapidement avec des enfants, ils comprennent très très vite le jeu et ça fonctionne en général assez bien. Une petite vue, une coupe axonométrique aussi, on voit la continuité entre l'espace intérieur et l'espace extérieur et comment voilà, ces surfaces s'additionnent pour la sensation d'espace. Voilà rapidement, c'est une vue générale du projet. Voilà, et donc ça nous donne voilà, ces espèces de grands espaces de balcon avec ces poteaux qui, eux, sont un peu surdimensionnés, mais qui avaient voilà, qui tenaient des portées aussi un peu supérieures à celles des habitudes. Voilà, une toute petite image pour terminer. Voilà, c'est une photo que je trouve toujours très émouvante, pas parce qu'il y a une femme nue seulement, mais parce que voilà, ça montre une sorte d'espace que je trouve à la fois terriblement simple et en même temps follement domestique. Et voilà, même les conditions de notre travail aujourd'hui sont bien éloignées de cette maison en Provence. Mais voilà, je pense qu'à l'agence, finalement, on cherche toujours à retrouver cette sensation-là. C'est pas forcément une évidence, mais c'est voilà, une sorte de voilà, direction, de points qu'on cherche à atteindre. Merci. Merci Charles-Henri, c'est une belle conclusion, cette toile de fond. Je pense qu'on peut passer aux questions pour celles et ceux qui souhaiteraient interroger Charles-Henri Tachot.
C'est vraiment intéressant ton explication sur le projet de Reuilly, puisque nous avons un binôme d'étudiants qui l'a étudié cette année, et comme l'année dernière d'ailleurs, mais c'est vrai que on n'avait pas l'explication off de cette recherche du plan à case et de la pièce régulière. C'est Vraiment, sûr que alors, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est le terrain qui ne voulait pas? Parce que dans les projets que tu présentes, on voit souvent des situations assez différentes. Il y a une contextualité infernale à la rue du Nord où de toute façon le système ne peut pas exister. C'est forcément une réponse contextuelle. Et puis parfois des terrains plus neutres, peut-être un petit peu comme à Lille, où là il faut mettre en place vraiment une architecture avec une posture et des règles internes en fait qui peuvent se développer et se répéter. Et puis des fois c'est un peu hybride. Et est-ce qu'on pourrait dire que Reuilly est un peu l'hybride dans cette tension entre contexte et système? ouais, alors, je pense que, ou en tout cas, il s'est fortement contextualisé parce qu'on a perçu que voilà, le système, on n'arrivait pas à l'appliquer. Voilà, on trouvait que voilà, c'est assez inattendu de travailler sur un plan carré, une emprise carrée, parce que là, c'était vraiment la parcelle nous avait été donnée par l'urbaniste, donc on n'avait pas le choix. On devait se rentrer dans ces dimensions. Et donc, je pense assez intuitivement, on a essayé de partitionner ce plan parce qu'on avait 4 façades et donc on souhaitait profiter de cette opportunité-là. Et puis, donc voilà, on a essayé de le découper. Et puis, on s'apercevait que ça marchait pas trop mal sur ces questions aussi de révision du programme parce que les salons qui font 21 mètres carrés, ce ne sont pas des lieux où on peut mettre à la fois une table et à la fois un vrai espace de salon. Et finalement, une cuisine de 9 mètres carrés, ben c'est un peu trop grand pour n'être qu'une cuisine laboratoire, mais c'est pas assez grand pour pouvoir vraiment recevoir une table et 5 personnes. Donc, en retravaillant voilà, ces jeux de proportions, ça pouvait rentrer dans ce dispositif de cases. Et puis, ben, je sais pas, au final, dans nos proportions par rapport aux surfaces totales d'un logement, on n'a pas trouvé l'équilibre, ou en tout cas, c'était pas intéressant. Mais finalement, on n'était pas trop frustrés puisque le plan auquel on a abouti nous intéressait. Et voilà, on trouvait qu'il y avait aussi des qualités. Puis, du coup, c'était voilà, peut-être les qualités qui étaient intrinsèques à cette situation-là. Euh, voilà, donc je pense que on ne sait jamais tellement comment un projet se construit, comment voilà, l'idée d'origine elle évolue et nous amène à une situation finale. Et je trouve ça plutôt intéressant d'ailleurs de se faire un peu coincer par euh, voilà, la réalité des choses et puis d'être obligé d'amender un peu ces choix d'origine, à la fois sur les questions de plan, mais aussi parfois sur des questions plus plastiques. Et on peut voir par exemple sur le bâtiment de Reuilly, à l'arrière, on a vu une espèce d'oriel voilà, qui sont finalement qui viennent un peu perturber ce système structurel potodal et qui sont dus à des questions de prospects de PLU. On ne pouvait pas avoir des vues directes sur la parcelle du bâtiment voisin. Et donc le seul moyen, c'était d'orienter l'axe de la vue et donc de modifier le plan des fenêtres. Et donc ce qui a donné lieu à ces sortes de petites exceptions dans la façade. Et finalement, je pense qu'ils enrichissent le dispositif au final. Alors nous, on a cru que c'était pour faire comme le rue du Nord, pour aller chercher des vues en oblique, dégagement plus, des dégagements plus lointains. Oui, là, non, c'était alors, de fait d'un point de vue réglementaire, mais c'était plus réglementaire que vraiment volontaire, parce que finalement, c'était tout à fait acceptable d'avoir une vue un peu proche à cet endroit-là, parce que il y avait, voilà, ça fonctionnait finalement assez bien. Mais voilà, on joue avec ça à la fin. Et comme toujours, je pense que la question du règlement, par exemple, elle est assez intéressante, parce qu'assez rapidement, on peut pester contre ces questions de règlement. Mais l'objet, c'est de se les réapproprier et malgré tout de les dépasser et de faire un projet qui se tienne.
Donc voilà, le règlement est ce qu'il est, puis c'est à nous de le dépasser. Les étudiants, on vous attend. Bonjour. Bonjour. Oui. J'avais une question. Qu'est-ce que vous entendez par, qu'est-ce que vous définissez comme un bâtiment fragile, on va dire? Parce qu'à chaque fois, en fait, quand vous avez présenté vos projets, vous disiez qu'il devait être imposant, il devait être solide. C'est ce que vous entendez. C'est pour ça que vous utilisez que du béton, enfin, pas mal de fois du béton. Oui, alors, je voulais surtout mentionner pour ces deux bâtiments de la gare d'eau et de Reuilly. Je pense qu'à chaque fois, dans ces deux situations, il fait que le bâtiment il a une certaine présence dans le paysage et donc qu'il ait un effet de massivité me semblait être un élément rassurant, déjà comme une sorte de situation qui s'inscrive dans une forme de pérennité dans le temps. Et que suivant en fait, sont notre imaginaire, voilà, réagit différemment suivant les matérialités qu'on utilise. Voilà, si on avait fait un bâtiment entièrement vitré, ce qui aurait pu être très beau face à cette situation de gare d'eau, par exemple, avec cette grande étendue d'eau au plein ouest, c'était totalement justifié. Mais il me semblait que pour tenir cette place, habituellement une place, c'est un espace urbain qui est contenu. Une place, c'est pas du vide dans du vide. Une place, c'est du vide dans du plein. Et là, c'était une place qui avait quand même 3 côtés vides. Et il me semblait que voilà, le dernier côté qui restait, il fallait qu'il apporte cette espèce de densité et que cette densité, elle passait par voilà, cette espèce de socle de briques massif. Et voilà, quand on le lit, on se dit que le bâtiment, il est là pour quelques années. Et voilà, c'est rassurant de pouvoir s'adosser à ce bâtiment pour regarder l'immensité en face. Pour la caserne de Reuilly, voilà, le côté fragile, c'était voilà, en réaction aussi avec cette situation urbaine où d'un côté, on avait une rue où il n'y avait pas de, comment dire, une forme urbaine qui était très claire, c'était assez éclectique. Et puis de l'autre côté, on avait ces bâtiments de la caserne, des bâtiments, pour le coup, extrêmement solides, vous voyez, avec ces chaînages de pierre très marqués, des proportions extrêmement imposantes, des fenêtres très hautes. Et voilà, on avait un bâtiment qui faisait que 22 logements, donc c'est une toute petite chose comparée les corps de bâtiment de la caserne, ils contenaient plus de 100 logements. Et donc, si on voulait que dans ce dispositif général, ce petit bâtiment puisse quand même participer, il n'apparaisse pas comme une chose rapportée, on considérait qu'il devait un peu s'affirmer. Et donc, un des moyens dans ce cadre-là, c'était de trouver cette expression en béton, à nouveau comme quelque chose qui est solide, qui est pérenne, qui l'exprime, en fait, qui le revendique d'une certaine manière. Quand vous pensez béton, vous pensez quand même quelque chose de présent, de solide. Ce qu'on n'aurait pas eu avec, par exemple, un bâtiment avec un bardage métallique ou même un bardage de bois, qui auraient été des choses, je pense, moins en relation, ou en tout cas dans un autre rapport d'échange avec les bâtiments de la caserne. Voilà sur ce rapport à cette idée de la fragilité, mais parfois c'est très intéressant, hein, faire des bâtiments très graciles, très légers, ça peut être très bien. Je n'ai rien contre ça, mais dans ces deux situations, ce n'était pas le cas. D'accord, merci. Moi, je veux bien poser une question. Donc, Marc-Olivier Luron, déjà un grand bravo pour ton travail. C'est vraiment passionnant et la présentation était très, très pédagogique sur les usages, l'attention à l'orientation, la lumière et l'espace. Ma question touchait un peu ta relation à tes maîtres d'ouvrage, les clients. On sait qu'en logement, on a des cahiers des charges extrêmement stricts et des budgets qui sont également très serrés.
Et donc, comment est reçu un peu tes recherches sur les typologies en particulier et voilà, et sur l'espace d'une manière générale, comment est-ce que ça se fait facilement? Est-ce que c'est de haute lutte? Et voilà, comment ça se passe? Alors, en fait, c'est assez variable en fonction des maîtres d'ouvrage, comme tu peux l'imaginer. Par exemple, le travail sur la caserne de Reuilly, on a eu beaucoup de chance parce que c'était une opération extrêmement importante pour Paris Habitat, qui est un bailleur social. Et donc, c'est la première fois qu'il y a une opération d'une seule entité aussi importante, avec plus de 600 logements. Et donc, on avait directement la directrice Hélène Schauer qui était directement à la décision. Et donc, je pense que si on avait développé ce projet avec un simple responsable de programme au sein de Paris Habitat, on se serait heurté à leur cahier des charges et avec peut-être des partitions jour-nuit ou des refus d'avoir des communications entre une cuisine et une chambre ou qu'une chambre commande une autre chambre. Mais là, finalement, ils ont été assez ouverts parce qu'ils étaient demandeurs d'une certaine une sorte de renouveau dans leur manière d'appréhender le logement. Et donc, finalement, ils ont été réceptifs à ces propositions-là. Le dernier projet que j'ai présenté, c'est pour un promoteur privé à Nantes. En fait, il y a un promoteur privé qui porte le projet pour un bailleur social en partie. Et là, on a pu se heurter justement au bailleur social qui refusait, par exemple, les dispositifs de double circulation, notamment dans le logement traversant de 5 pièces. Il ne souhaitait pas que la communication entre la chambre et le salon soit maintenue. Bon, là, on a essayé de lutter un peu. On a réussi à le maintenir. Mais dans une des autres typologies, voilà, on n'a pas réussi à le faire. Donc, c'est une sorte de négociation au coup par coup. Et voilà, parfois, on se heurte vraiment à des sortes d'a priori qu'on a du mal à déjouer, je pense. Et ça dépend vraiment de la personnalité de l'interlocuteur. Mais je constate, pour pratiquer un peu plus les gens de la promotion privée, qu'il y a une vraie demande qui est en train d'apparaître chez eux sur la question du logement de demain et de revoir un petit peu leur manière de procéder et des choses qui leur semblent évidentes, qui leur semblaient évidentes ou avant ne les sont plus forcément aujourd'hui, et on arrive comme ça à faire bouger un peu les choses. Et pour le bâtiment de Lille, voilà, à la suite de ce projet-là, le promoteur Kinakara nous a demandé de faire un petit projet de recherche avec eux, de les accompagner sur un projet de recherche sur le logement de demain. Et donc, on a pu pousser ça. Et en même temps, ça a des... Comment dire, des limites, parce que, comme je disais un peu tout à l'heure sur cette question du quel est le logement post-Covid, je pense que finalement le logement de demain, il n'est pas si différent du logement d'aujourd'hui, mais sauf que comme aujourd'hui on a du mal à faire des bons logements, le bon logement de demain, c'est un bon logement tout court. Et pour moi, c'est un logement où là, on arrive à travailler sur cette sensation d'espace, mais on arrive aussi à ranger suffisamment de choses, suffisamment de placards pour ranger les choses, parce que quand on a une surface de 59 mètres carrés pour un T3, il n'y a pas de solution, quoi. Et puis ça rejoint aussi cette question de la qualité des espaces intérieurs. J'évoquais au départ le rapport à l'espace de Lacaton et Vassal. Si on regarde la manière dont ils conçoivent leurs plans, ils travaillent énormément sur la question de la surface, mais finalement, assez souvent, on trouve un espace central qui est un espace un peu fourre-tout, où on a l'espace de préparation de la cuisine et un grand espace vide où on peut faire ce qu'on veut. Et les pièces, les chambres, voire les salles de bain donnent directement sur cet espace. L'entrée n'existe pas, les dégagements n'existent pas. Et donc, ce rapport à l'intimité, à l'intérieur du logement, elle peut se poser. Et après, moi, j'apprécie énormément la manière dont ils poussent les choses.
mais je ne suis pas sûr de partager le rapport à l'espace domestique qu'on retrouve dans un certain nombre de leurs projets. Et je pense que suivant les publics, c'est plus ou moins acceptable. Par exemple, une petite anecdote sur la question des publics, c'est que dans le bâtiment de la rue du Nord, le logement de 5 pièces en duplex avec son entrée individuelle et la loggia en double hauteur, qui est quand même, je pense que c'est une chance inouïe de pouvoir habiter dans Paris, dans un tel endroit. Là, ça a été attribué à une famille qui n'en profite absolument pas, qui vit tout volet, tout rideau fermé, et qui a demandé au bailleur de venir remettre une grille sur la grande baie qui donnait sur la rue, parce que le monsieur craignait que des gens s'introduisent et viennent voilà, espionner sa famille quand lui n'était pas là. Et donc, c'est des gens qui n'occupent absolument pas l'espace extérieur. Donc, voilà, le rapport à l'espace du quotidien, il est aussi extrêmement dépendant des habitants. Alors, voilà, je pense que quand on peut voilà, donner un maximum de qualité, on peut aussi en trouver moins, si on en veut moins. Mais c'est pas toujours partagé comme nous, on l'imagine au moment de la conception. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Je pense qu'il dirait merci si je peux parler à sa place, mais il a coupé son micro. Oui, merci, ça répond tout à fait. Moi, je trouve que tous les logements présentés donnent envie d'habiter et c'est le principal et ça montre aussi ce que peut être le logement parce que évidemment, c'est pas du tout la production courante. Et je posais la question du maître d'ouvrage parce qu'il y a aussi un enjeu pédagogique et c'est vrai qu'on a parfois des maîtres d'ouvrage très compliqués, et très accrochés à des cahiers des charges extrêmement fermés, stricts. Mais pour les étudiants, là, c'est génial de montrer tous les possibles, les recherches et les qualités auxquelles on peut aboutir. Des projets. Voilà. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que sur les maîtres d'ouvrage, parfois c'est un peu frustrant et contrariant de se voir opposer des refus sur certains dispositifs de la part de gens qui ne sont pas finalement formés à la question du logement, qui ne sont pas des sociologues du logement, qui ne sont pas des gens qui construisent, qui fabriquent, qui dessinent des logements, qui sont des responsables de programmes qui viennent d'horizons assez variés et qui font finalement que reproduire des modèles internes. Donc, parfois, c'est un peu pénible. C'est pas toujours le cas, heureusement. Il y a aussi des gens qui sont capables d'écouter. Et puis après, sur la partie qui nous revient à nous, je pense que là, le logement, en fait, c'est une discipline vraiment exigeante pour les architectes et que ça nous revient de pousser les choses et de ne pas faillir parce qu'à un moment, bah, c'est plus joli en façade de faire ceci ou cela, ou que voilà, on cède à certaines faiblesses par moment. Et je ne dis pas qu'on réussit tout le temps, mais voilà, on essaye à l'agence de pousser au maximum les choses. Et il y a des dispositions qu'on refuse de faire. On ne fera jamais un salon carré avec un mur qui sert de cuisine. On ne l'a jamais dessiné. Je pense que je ne le dessinerai jamais. Voilà, on ne fait pas une cuisine en second jour, comme on a pu le voir dans un certain nombre de projets, et même parfois des projets qui sont publiés, hein, voilà, ou des cuisines sans fenêtre. Vous pouvez regarder certains plans de logement, vous avez des cuisines sans fenêtre. Voilà, pour moi, c'est totalement inacceptable. Et je crains que parfois ce soit des faiblesses des architectes parce que c'est contraignant par moment de se plier à trouver la solution. C'est contraignant parce qu'on a moins de rendement sur le bâtiment, il est moins épais forcément. Donc voilà, pour le promoteur par exemple, voilà, c'est moins efficace pour lui, c'est aussi moins efficace thermiquement. Donc on est obligé aussi de lutter face à cette idée de la compacité qui est extrêmement qui est le premier élément d'efficacité énergétique.
mais qui n'est pas le premier élément de qualité du logement. Et donc, à un moment, on est obligé toujours de faire cette balance entre la qualité de l'espace et puis tout ce qu'il y a autour, parce qu'évidemment que c'est normal qu'un bâtiment soit bien isolé, qu'il ne consomme pas trop. Mais c'est plus difficile de jouer les questions de l'espace. Finalement, il n'y a que très peu de gens qui arrivent à l'aborder. Et même chez les architectes, il y a des gens qui ne l'entendent pas vraiment. Si vous parlez avec des gens comme Bourbous Grindorge, voilà, c'est un plaisir de discuter avec eux. Ils ont ces exigences-là au quotidien. Il y a des gens qui ça ne les intéresse pas du tout. Et en face, à part les architectes, il y a très peu de gens qui s'intéressent. En revanche, tout le monde arrive à comprendre que c'est facile d'isoler beaucoup, d'avoir un bâtiment compact et de consommer moins de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Ça, tout le monde peut y accéder. Voilà. Travailler sur la profondeur, sur la sensation d'espace, sur la perspective intérieure, finalement, il y a peu de gens que ça touche. Donc ça nous revient à nous, architectes, à vous, futurs architectes, d'avoir cette exigence-là. J'ai une question. Bonjour. Merci pour votre présentation. Alors, il se trouve que je travaille pas mal sur la question des espaces parce que je fais une thèse justement sur une optimisation des espaces d'habitation. Et moi, vos propos m'interrogent sur justement, on parlait de cahier des charges il y a 2 minutes. Finalement, est-ce que il serait peut-être pas nécessaire aujourd'hui de réinterroger les normes d'habitabilité qui existent au regard des évolutions juste sociétales, quoi. Parce que quand on regarde les normes d'habitabilité, elles semblent avoir assez peu évolué depuis 50 ans, quoi. Dans l'absolu, oui. Je pense il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire évoluer. La première étant toujours ce sujet de la surface, parce que plus vous avez de surface, quand vous regardez les revues des logements en Suisse, vous trouvez que tout est très bien ordonné, que ça fonctionne très bien. Puis quand vous commencez à regarder les surfaces, vous apercevez qu'un 3 pièces, ça fait 80 mètres carrés. Donc forcément, c'est plus facile de faire un logement bien réglé avec de l'espace. Quand vous le faites dans 59 mètres carrés, comme certains cahiers des charges peuvent l'imposer, là, vous n'avez pas de marge de manœuvre. 50 mètres carrés, ça veut dire que vous n'avez pas d'entrée, que le salon, il distribue les chambres, et vous êtes coincé. Et en même temps, cette question de la surface, elle est liée au financement. C'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'équation qu'on a du mal à résoudre entre le coût de la construction et puis les prix de vente des logements. Et une sorte il y a 2 courbes qu'on a du mal qui ne se rejoignent pas. C'est-à-dire que le prix de la construction monte, les salaires et le pouvoir d'achat des gens ne montent pas aussi vite. Et donc, comment on fait? On contraint la surface pour que pour un logement de type 3, il garde un prix acceptable. Voilà, parce qu'on ne peut pas construire plus que 2 mètres carrés pour le même prix. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet de ce côté-là. Aujourd'hui, il y a pas mal de pistes qui sont sur lesquelles on travaille. Voilà, François Leclerc est pas mal intervenu ces derniers temps là-dessus. Je pense qu'il travaillait, lui, plutôt sur la question du prix du foncier, de voir comment on pouvait réduire le prix du foncier, parce que le prix de la construction, on a du mal à y toucher. Et puis le prix de la construction ne fait qu'augmenter parce qu'on essaye d'augmenter la qualité des logements, notamment par rapport aux matériaux biosourcés, par rapport à ces questions thermiques. Donc on ne va pas réduire le coût des logements, le coût de construction des logements. Donc la question de la surface, on a du mal. En fait, moi, je ne vois pas directement comment on arrivera à la faire évoluer directement. Après, il y a la question de comment on organise les logements. Et là, oui, il y a peut-être des verrous qu'on peut faire sauter, ou en tout cas apporter un peu de souplesse à certaines habitudes. Oui, c'est surtout là-dessus en fait que j'ai interrogé, parce que avec un bailleur social à Châlons-en-Champagne, on a mené une expérimentation justement sur le travail de ces surfaces un peu contraintes
vraiment en termes de surface, quoi. Mais ce à quoi on s'est heurté, c'est justement la norme d'habitabilité en termes de découpage des espaces. On parlait de chambres où on a un cahier des charges qui cible assez souvent des chambres de 9 mètres carrés ou pour les chambres parentales de 12 mètres carrés. Et on n'a pas pu jouer avec ça, justement, à dire pourquoi une chambre aujourd'hui doit mesurer 9 mètres carrés, pourquoi on ne pourrait pas justement accorder plus d'espace au séjour, etc. Finalement, l'expérimentation a tourné assez vite court. On s'est retrouvé sur des espaces, au-delà du fait qu'on arrive à aménager des doubles hauteurs et des espaces extérieurs assez sympas. Voilà, on se retrouve sur des découpages finalement assez standards du logement, quoi. Oui, je pense qu'on a finalement beaucoup de mal à faire bouger ça, parce qu'il y a une succession de normes diverses qui s'additionnent les unes aux autres. La question de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite cadre pas mal les choses. Voilà, moi, les seules choses qu'on a vues, c'est un peu ce que je présentais sur Roy, là, c'est un moment de dire que voilà, sur 3 pièces données, la cuisine, le salon et la chambre, on pouvait peut-être voilà, un peu réorganiser les habitudes. Je sais qu'avec certains clients, on n'aurait pas pu le faire. Là, on a réussi. Et très sincèrement, un salon qui n'est qu'un salon qui fait 16 mètres carrés, c'est tout à fait confortable, hein. En revanche, voilà, quand vous avez 20 mètres carrés avec vraiment une table pour 5 personnes et un canapé, et des fauteuils, et une bibliothèque, une télé, ben, tout ça est un peu serré, quoi. Donc, c'est peut-être voilà, sur ces sujets-là où on peut faire bouger un peu les choses, mais là-dessus, ça serait plutôt de pousser un peu les murs. Merci. Et c'est un vaste sujet, hein. Bon, oui, oui. Bon courage. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? A priori, non. Non. On va pouvoir conclure. Merci beaucoup, Charles-Henri, pour... Merci de m'avoir invité à intervenir. Ça se fait un peu décalé dans le temps, mais c'est très bien. Une autre méthode. Oui, l'essentiel est que ça ait eu lieu. Et voilà, je pense que cette année, donc, le cycle logement permettra aux étudiants de voir exposer différentes approches avec des questions toutes fortement ancrées dans nos pratiques et questionnements contemporains. La première conférence avec le studio Muoto, qui s'inscrit quand même un peu plus dans cette mouvance qui a été décrite par la revue Dahl le mois dernier sur peu simple, c'est plus, enfin, voilà, dans une approche plus dépouillée des éléments de construction, mais avec cette question d'une spatialité assez radicale, et puis toi qui reste très attaché au code, je pense, de la domesticité, telle que certainement les gens se la figurent en général. Moi, je suis assez sensible à ça. Ça m'a rappelé peut-être certains propos d'Edith Girard aussi qu'on avait pu voir il y a plusieurs années en conférence, et finalement qui avait réussi à faire comprendre que la différence entre un logement standard, un logement type et un logement plus généreux pouvait des fois se placer dans le placement à plus ou moins 30 cm d'une cloison pour profiter d'une petite échappée ou d'un usage particulier. Et puis dans pas longtemps, j'ai plus la date en tête, j'ai pas révisé, on aura une agence suisse. Aidez-moi les collègues parce que j'ai pas noté. Je n'ai pas là. Ce sera Hieronyme Lacroix. Merci. Donc, qui eux ont construit à côté du petit bâtiment rouge un autre bâtiment très intéressant. Avec justement un travail, vous verrez, sur une typologie avec des logements d'angle où le salon, contre toute attente, n'est pas à l'angle, mais avec un système croisé avec la cuisine, avec des grandes diagonales aussi. Très réussi. Tu as spoilé la... Non, mais il vous l'expliquera très bien. Merci beaucoup. Écoutez, Merci. on peut conclure ici. Merci à tous, à bientôt. Bonne soirée à tous, au revoir. Merci.